Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Dans ce JT, on analyse le dernier sondage Ipsos sur les municipales à Marseille. Comment éviter les polluants éternels dans notre quotidien? On vous donne des éléments. Et bien sûr, on évoquera le match de l'OM ce soir face au Petit Poucet, le Bayeux FC. C'est un scrutin qui s'annonce plus incertain que jamais. On vous en parlait hier à Marseille. Un sondage Ipsos place Benoît Payan, maire sortant, et Franck Alizio, candidat RN, au coude à coude pour le premier tour des élections municipales. Ils sont suivis de Martine Vassal et de Sébastien Delogu. La spécificité locale semble s'effacer au profit d'enjeux nationaux, selon l'analyse de Stéphane Zumsteg, directeur du département politique et opinion d'Ipsos. Traditionnellement, ce scrutin n'était pas favorable au Rassemblement national et à la France insoumise. Traditionnellement, ces deux partis avaient du mal à se qualifier pour des seconds tours d'élections municipales. On voit bien que les choses ont totalement changé. L'issue du scrutin à Marseille comme ailleurs est de plus en plus incertaine. Ce sera très difficile d'en tirer un certain nombre de conclusions parce que tout dépendra des dynamiques de report de voix, de vote utile. Compte tenu de l'état de déliquescence de l'Union de la gauche, on peut imaginer que Sébastien Delogu se maintiendra, par exemple. On peut imaginer que Martine Vassal, même si elle arrive troisième, se maintiendra. Tout dépendra ensuite d'un réflexe de vote utile en faveur du maire sortant pour faire barrage au Rassemblement national, ou vote utile en faveur du Rassemblement national quand on vient de la droite et quand on a voté pour la droite au premier tour, en se disant, le meilleur moyen d'accéder à une sorte d'alternance à Marseille, c'est de voter Rassemblement national. Donc ce sont encore des éléments qui dépendront vraiment de la tonalité des résultats du premier tour le 15 mars. Et selon un nouveau sondage paru ce matin, la question qui ferait un bon maire place Benoît Payan en tête, talonné par Martine Vassal. Le candidat RN arrive en 3e position avec 15 points d'écart. Ils sont partout dans chaque objet du quotidien, les PFAS ou les polluants éternels. Depuis le 1er janvier, les produits contenant ces substances sont progressivement interdits à la vente. Mais comment les éviter au maximum dans notre quotidien alors qu'on en trouve dans le textile, les emballages ou encore le maquillage? Réponse avec le docteur Mélanie Popov, médecin scolaire et fondatrice de l'association Alliance Santé Planétaire. La voie alimentaire est la principale source de contamination. Les 2/3 des pesticides contiennent des PFAS. Donc, ça veut dire que se protéger contre les PFAS, c'est aussi passer par une alimentation sans pesticides. Donc, bio. Parce que le bio ne contient quasiment pas de pesticides. Le mieux en cuisine, c'est d'acheter donc le moins transformé, le moins emballé possible. Cuisiner avec des poêles en inox ou en fonte. Les poêles à revêtement anti-adhésif, quand elles sont abîmées, rayées, il vaut mieux les jeter, il vaut mieux s'en débarrasser. Dans la salle de bain, prendre des listes d'ingrédients les plus courtes possibles. Ça évite déjà d'avoir une tonne de choses qu'on ne connaît pas. Alors éviter les parabènes, le triclosan. Les PFAS en cosmétique sont très utiles parce qu'ils permettent de rendre les maquillages waterproof, quoi. Ça permet aussi d'améliorer les couleurs, par exemple des fards à paupières, des rouges à lèvres. Le mieux, c'est de scanner. Il y a des bonnes applications comme INSEE Beauty. Moi, je suis plutôt effectivement tendance à dire d'acheter ces cosmétiques en magasin bio. Moi, en général, je regarde le label Cosmé Bio plutôt. Faut pas non plus bouleverser complètement nos modes de vie. Il faut faire ce qu'on peut comme on peut, ce qui est faisable et atteignable pour nous, pour réduire globalement une partie de notre exposition nous-mêmes. À noter que ces polluants éternels sont toujours autorisés dans la production des pesticides utilisés en agriculture. En ce début d'année, l'établissement français du sang de notre région lance l'opération Plasma Don pour encourager les dons de plasma. L'objectif est de doubler leur nombre par rapport à l'an dernier. Les besoins sont en augmentation constante. Nous avons rencontré Brice Mollaré, responsable des prélèvements de l'EFS dans le 13 et quelques donneuses de plasma. Le plasma, c'est un des composants du sang. Tout le monde connaît le don de sang. Quand on donne son don de sang, on donne une poche de sang global. Quand on vient en maison du don pour faire un don de plasma, on va donner un seul produit. On va donner du plasma, mais une grande quantité de plasma, jusqu'à 800 millilitres de plasma. De ce produit, on va fabriquer des médicaments, on va traiter des grands brûlés. Donc c'est vraiment important que chacun se mobilise. Les donneurs connus, les donneurs de sang, qui peuvent devenir des donneurs de plasma, ou des gens qui ne sont pas encore donneurs, qui voudraient devenir donneurs par le plasma. Ça fait pas plus mal, c'est juste plus long.
C'est exactement le même matériel, avec une grosse machine qui est derrière moi. C'est un peu plus long. Pour un don de sang total, on compte un quart d'heure, 10 minutes de prélèvement. Pour un don de plasma, on va aller jusqu'à 45 minutes. Mais après, c'est quasiment les mêmes contraintes habituelles. Faut bien s'hydrater, avoir bien mangé. Faut pas faire trop d'efforts physiques après, mais c'est pas gênant. Vous décalez votre planning et tout va bien. J'ai souvent fait don du sang et jamais de plasma et je voulais essayer. Voilà. Et alors, première expérience là ? Un peu stressante au début parce qu'on ne sait pas, mais là, très agréable. Franchement, le personnel vraiment au top. Et voilà. C'est une fierté pour vous ? Oui, c'est une fierté, oui, je suis fière de le faire. Et j'attends pas grand-chose en retour, donc je suis juste contente d'être là et de pouvoir aider. Des propos recueillis par Rémi Reponti pour Maritima. Toujours à la page Solidarité. Après une vague de froid assez intense, les associations sont toujours au plus près des sans-abri cet hiver. Certaines structures existent uniquement grâce à la générosité de donateurs privés comme l'asso On se gèle dehors, dont les besoins matériels et humains sont nombreux. Les détails avec Daniel Jacquin, président et fondateur. On a besoin de retraités qui viennent le matin nous aider à trier des vêtements, de la nourriture, des gens fiables, des gens sérieux, qui ont une retraite et des gens honnêtes, principalement. Après, on a fait une cagnotte litchi, parce que notre nouveau local, il y a beaucoup de réparations à faire. Et on cherche toute l'année des donateurs, des adhérents, des gens qui nous donnent des petites sommes d'argent. Ils ont une déduction avec le CERFA de 66% aux impôts. Et nous, c'est que des bénévoles, on n'a aucune aide autrement. C'est pour ça qu'on est obligé de pleurer des larmes de sang. Et l'épidémie de gentillesse vaincra. Je ne vais pas dire à 10 000, mais quelques milliers de personnes chez qui on amène de la nourriture, chez qui ils viennent ici tous les matins chercher de la nourriture. Et on a de plus en plus de magasins qui nous donnent des produits à date du jour, des très bons produits. Et on remplit les frigos gratuitement au congélateur. Pour faire un don ou devenir bénévole, contactez l'association On se gèle dehors sur ses réseaux sociaux. Eux aussi se mobilisent pour les personnes dans le besoin. Les équipes de Saint-Vincent-de-Paul de Martigues-Port-de-Bouc, dans son local situé aux Amarantes, la seconde main occupe une place importante. Elle est d'ailleurs mise en avant en ce début d'année avec une grande braderie pour lutter contre la précarité. Rencontre sur place avec une des bénévoles, Jocelyne Simon. Nous sommes une boutique solidaire qui est ouverte tout au long de l'année, mais pendant 15 jours, là, jusqu'au 16, c'est une braderie, puisque c'est les soldes dans toutes les boutiques. Ça marche bien, ici c'est convivial, voilà, c'est un moment de partage. J'ai entendu Radio Maritima ce matin, et je me suis dit que pour les enfants, c'était très bien de prendre des choses qui avaient déjà servi, parce qu'ils usent peu et ils grandissent très vite. On va chercher des choses qui viennent du bout du monde alors qu'on jette des choses devant notre porte. Il ne faut pas avoir honte de franchir le pas, de sauter le pas. C'est vraiment ouvert à tout le monde. On reçoit tout le monde ici. Les jeunes, les moins jeunes, les demoiselles, les messieurs. Les gens sont très généreux. Ce matin, il y a une dame, c'était la braderie. Elle m'a dit de garder la monnaie. Donc ça m'a beaucoup touchée. Tout cet argent part pour les bénéficiaires qui viennent nous rencontrer, l'équipe Saint-Vincent. Des propos recueillis par Laurence Durando. La braderie des équipes de Saint-Vincent-de-Paul, c'est jusqu'à vendredi. Et le lendemain, les bénévoles seront à nouveau sur le pont pour le début de l'opération Martigues Solidaire. Moins de 2 heures avant le coup d'envoi du match entre le Bayeux FC et l'OM, le club de R1 va jouer probablement le plus beau match de sa vie à Caen face à des Marseillais qui ne feront pas de cadeaux. Dans quel état d'esprit aborder cette rencontre quand on fait face à des joueurs amateurs ? Réponse avec l'attaquant de l'OM, Amine Gouiri. Franchement, ça fait plaisir. C'est ça la magie de la coupe, la particularité de la coupe, c'est qu'on peut jouer contre n'importe quelle division. Et non, je pense qu'il faut rester concentré. Ça ne veut pas dire que c'est une R1 et qu'il faut les prendre de haut. Il faut y aller avec humilité et gagner le match, hein, comme si on jouait n'importe quel match, que ce soit contre Paris ou contre Bayeux, une R1. Ça reste la coupe. C'est un objectif aussi. C'est un trophée à aller chercher, donc on veut passer ce tour et on va jouer comme d'habitude pour aller gagner. Eux, ils vont faire le match de leur vie, on le sait très bien, mais nous aussi on va faire le match de notre vie parce qu'on veut passer ce tour et aller le plus loin possible dans cette coupe.
Coup d'envoi à 21h, rencontre à suivre en direct sur Maritima Radio avec les commentaires de Karim Attab et Jacques Bail. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau JT. Je vous souhaite une très bonne soirée.